C'est un mot griffonné sur un bout de papier et accroché sur un pare-brise qui conduit la police sur les lieux d'un meurtre. 2 ans plus tard, une seconde jeune fille est assassinée dans les mêmes circonstances. Sa mort va-t-elle permettre d'élucider le premier crime? Pourquoi a-t-il fait ça? Comment a-t-il pu faire ça? On essayait d'obtenir des informations sur elle, mais c'était l'impasse à chaque fois. C'est très difficile d'obtenir une pièce à conviction permettant de prouver la responsabilité de quelqu'un. On n'avait aucune piste sur l'identité de l'agresseur. À ce moment-là, j'ai su que je devais appeler la police. Je ne trouve pas les mots pour expliquer à quel point vous vous sentez mal. C'est un sentiment épouvantable. On se demandait si l'agresseur gardait un œil sur l'évolution de l'enquête. Tout ce que je voulais savoir, c'était qui l'avait tué et à quoi il ressemblait. On savait que ce serait une affaire délicate. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau des Enquêtes Impossibles pour une nouvelle histoire inédite. Les premières semaines du mois d'avril 1999 s'annoncent chargées pour la police d'Adélaïde. En effet, la plus grande course automobile de l'année doit se dérouler dans la ville et attirer des milliers de visiteurs. Les policiers espèrent néanmoins que, sitôt la course terminée, leur rythme de travail redeviendra routinier. Ils se trompent lourdement. Un crime atroce va mobiliser toutes leurs ressources et leur donner du fil à retordre. Des officiers de police ont retrouvé un mot sur leur pare-brise qui les a conduits à l'ancien poste de police de Payneham. Le mot disait qu'ils allaient y retrouver le corps d'une femme et que ce n'était pas une plaisanterie. Ils se sont immédiatement rendus sur place et ils ont effectivement retrouvé le corps d'une jeune femme dissimulée dans les buissons. Le corps semblait être là depuis un certain temps, parce qu'il était déjà à un stade de décomposition avancé. Ce soir, un corps a été retrouvé devant un ancien commissariat. La découverte macabre a eu lieu un peu avant 23 h hier soir. Le corps de la jeune femme en stade de décomposition avancée était dissimulé dans les buissons devant l'ancien commissariat. Les premiers éléments d'enquête penchent pour le meurtre. Quand on a vu que son jean était baissé et que ses sous-vêtements avaient été aussi retirés, tout portait à croire que la victime avait été agressée sexuellement avant d'être tuée. Quand on se rend sur une scène de crime, la première chose que la police veut connaître, c'est la cause du décès. Et quand j'ai examiné les victimes, j'ai immédiatement pu leur apprendre qu'il s'agissait d'un homicide. Il y avait eu agression sexuelle et homicide. Et je suis arrivé à cette conclusion par la présence d'un t-shirt qui avait été roulé et placé autour du cou de la victime. Cela indiquait qu'elle était morte étouffée. C'était un cas de strangulation. Elle a été étranglée avec ses propres vêtements. Après avoir déterminé la cause du décès de la jeune femme, les experts médico-légaux doivent encore être capables de répondre à 2 questions préalables avant de lancer leur enquête. Quelle est l'identité de la victime et à quelle date remonte sa mort? Les médecins légistes peuvent facilement déterminer l'heure de la mort quand elle a eu lieu dans les dernières 24 heures. Mais dans ce cas, la mort était beaucoup plus ancienne. Le corps était infesté de toutes sortes d'insectes. Je savais que je ne pouvais pas les aider. Je savais que c'était important, mais je ne pouvais rien faire pour eux. Alors je leur ai suggéré de faire appel à un entomologiste. Il est crucial d'estimer l'heure du décès. Et dans ce cas précis, il y avait des asticots sur le corps. C'est la partie la plus désagréable d'une enquête, mais d'un point de vue scientifique, les asticots peuvent permettre de déterminer le moment de la mort. J'ai ramené les asticots que j'avais prélevés sur le corps de la victime au labo. Mon premier réflexe a été d'identifier l'espèce de mouche à qui j'avais affaire pour déterminer combien de temps ces asticots avaient passé dans le corps. Je me suis basé sur les conditions de température dans lesquelles ces asticots ont vécu.
Plus il fait chaud, plus les asticots vont se développer. Je me suis donc fié aux températures du corps ainsi qu'aux données météorologiques, autant qu'il a fait dans cette région quand le corps s'y trouvait. J'en ai tiré la conclusion que le corps avait été infesté par les mouches aux alentours du 13 avril au matin. Ce qui veut dire que la victime a été assassinée la veille, le lundi 12 avril, environ 5 jours avant que son corps ne soit retrouvé. Pour ce qui est de l'identité de la victime, on n'avait pas d'effet personnel. On savait juste que c'était une jeune femme blonde. On ne savait pas qui elle était. Mais quand j'ai fait l'autopsie, j'ai noté qu'il lui manquait 3 dents à la mâchoire supérieure et qu'elle avait des plombages en or. C'est suffisamment spécifique pour que la police puisse facilement l'identifier grâce à un avis de recherche. La victime mesure environ 1,62 m, elle avait les cheveux longs jusqu'aux épaules. Il y avait de nombreuses jeunes filles portées disparues qui correspondaient à cet avis de recherche. Mais grâce à son âge et à sa description générale, notre recherche s'est ciblée sur une jeune femme en particulier. Il s'agissait de Maya Jakic. En plus de son âge, de sa taille et de sa couleur de cheveux, l'avis de recherche indiquait que la jeune femme de 30 ans vivait près de la scène de crime. Et surtout, elle avait un bridge qui remplaçait 3 dents manquantes. Les experts ont examiné les radios dentaires et ont pu dire avec certitude qu'il s'agissait bien de Maya Jakic. Mais Maya a disparu depuis le 6 avril, 6 jours avant la date estimée du meurtre. Alors, où était-elle ? Il était important de retracer ce qu'elle avait fait, où elle était allée la semaine précédente, qui avait-elle rencontré, parce que toutes ces personnes pouvaient être des suspects ou avoir un mobile pour le meurtre. Ce que la police s'apprête à découvrir, c'est que le soir où la victime a été étranglée, le meurtrier les avait contactés. Il y a un corps dans les buissons, je ne suis pas sûr parce que je ne me suis pas approché. D'où appelez-vous ? Lorsque le corps décomposé de la jeune femme est retrouvé dans les buissons, la cause de la mort est claire. Elle a été sexuellement agressée avant d'être étranglée avec ses propres vêtements. Mais son identité n'a pu être établie que grâce à 3 dents manquantes. Je venais de faire à manger et j'étais en train de mettre la table. On regardait les infos et ce que j'ai vu a été un vrai choc pour moi. Le corps de Maya Jakic a été retrouvé samedi soir après la découverte d'un mot laissé sur le pare-brise d'une voiture de police au commissariat de Norwood. J'arrivais pas à y croire. J'ai failli me trouver mal parce que j'avais parlé à sa mère quelques jours plus tôt. On la cherchait. Sa mère est passée plusieurs fois devant l'endroit où son corps reposait sous les branches sans savoir que sa fille était juste là. En s'appuyant sur une analyse dentaire, les experts sont parvenus à identifier la victime. Il s'agit de Maya Jakic, une jeune femme d'origine croate. D'après le rapport d'autopsie et l'étude des insectes nécrophages, son cadavre a séjourné 5 jours dans les buissons avant d'être découvert grâce à une note mystérieuse laissée sur un pare-brise. Une semaine plus tôt, la mère de Maya avait déjà signalé la disparition de sa fille à la police. Il devient donc essentiel pour les inspecteurs de reconstituer dans le détail ces derniers déplacements. Peu après avoir identifié la victime, on a cherché à récolter toutes les informations qu'on pouvait obtenir sur Maya Jakic, ses origines, ses connaissances, et c'était très difficile parce qu'on essayait d'obtenir des informations sur elle, mais c'était l'impasse à chaque fois. Des dizaines de personnes la connaissaient, mais quand on leur demandait qui elle était et ce qu'ils savaient sur elle, personne ne savait vraiment. Tout ce qu'on a réussi à savoir, c'est qu'elle se trouvait entre Glenelg et chez elle, mais ça pouvait être à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Maya était très connue des propriétaires de magasins du centre commercial de Marden, où elle allait presque tous les jours depuis un mois.
Ils disent d'elle que c'était une personne discrète et polie qui était toujours seule. Je ne sais pas exactement ce qu'elle faisait ici, mais je crois que sur les 10 derniers mois, je ne l'ai vue qu'une fois avec un ami. Elle n'avait pas beaucoup d'amis. Elle comptait sur moi pour plein de choses. Elle ne se mélangeait pas beaucoup avec les autres. Au fond, je crois qu'elle était seule. Je crois qu'elle traversait une sorte de dépression. Elle ne voulait pas en parler. Je me souviens l'avoir encouragée plusieurs fois à me parler, mais elle n'avait pas envie de le faire. Après, tout ce que je voulais savoir, c'était qui l'avait tué et à quoi il ressemblait. Comment peut-on faire une chose pareille à quelqu'un? Pour l'instant, l'identité de l'assassin de Maya reste un mystère. Le mot laissé sur le pare-brise de la voiture de police ne porte aucune empreinte. Les enquêteurs espèrent que l'autopsie pourra les conduire à un suspect. De nos jours, lorsqu'il y a agression sexuelle, le plus important est la base de données d'ADN. Cette technologie nous donne la capacité d'identifier une personne avec certitude. À ce stade, notre espoir était de retrouver des traces de sperme, des cheveux, des fibres ou n'importe quelle autre preuve qui serait entrée en contact avec la victime. Mais toutes les taches et les résidus que j'ai pu prélever lors de l'autopsie sont revenus négatifs. Aucune trace ADN n'a été retrouvée. En d'autres termes, aucun fluide séminal n'a été identifié. Les raisons peuvent être nombreuses et variées. Il n'y a peut-être pas eu de rapport sexuel. Même si on y a cru au départ, ce n'était apparemment pas le cas. Mais l'état de décomposition a peut-être joué un rôle là-dessus. Quoi qu'il en soit, on n'a pas pu obtenir d'ADN. Le tueur n'a laissé aucune trace. La police n'a aucune information sur son identité, ni sur l'endroit où il pourrait se trouver. Au moment du meurtre, il y avait une course automobile en ville. La course d'Adélaïde a attiré des gens de toute l'Australie et même du monde entier. C'est la course des supercars V8 que la foule est venue voir. Achetez le programme. L'ambiance est électrique. Ça n'a pas facilité l'enquête parce qu'on n'avait aucune idée de qui pouvait être l'agresseur. Mais la police fait enfin une découverte. Elle apprend qu'un appel a été passé la nuit supposée du meurtre. Police. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui rôde près du vieux commissariat de Payneham. Je crois qu'il essaie de pénétrer à l'intérieur. Cette personne était très importante pour notre enquête, parce qu'elle avait sûrement vu quelque chose. Et puis un peu plus tard, on a reçu des informations sur un autre appel d'urgence, suite auquel une ambulance a été envoyée. Près de l'ancien commissariat de Payneham, on dirait qu'il y a un corps dans les buissons. Je ne suis pas sûr parce que je ne me suis pas approché. L'appel a été passé le même soir. Je ne me suis pas approché, mais je suis juste à côté du commissariat. Dans les deux cas, la police et les secours se sont rendus au commissariat de police mentionné par l'inconnu. Mais il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun corps. Et la police en a conclu que les appels n'étaient qu'une mauvaise farce. Le correspondant anonyme, l'homme qui a appelé la police pour signaler qu'un cadavre se trouvait à proximité du commissariat désaffecté, n'est-il qu'un cynique plaisantin? 5 jours plus tard, le mot retrouvé sur le pare-brise d'une voiture de police confirme la présence d'un corps. Par chance, cette fois-là, la police se rend directement à l'ancien dépôt, où elle découvre effectivement le corps de Maya dissimulé dans les buissons. Quand on a appris pour les appels d'urgence et le mot sur le pare-brise, on a commencé à avoir des doutes. On s'est dit qu'ils provenaient tous d'une seule et même personne, qui n'était probablement pas un simple passant. On le suspectait d'être l'agresseur. Quel est votre nom? Je ne le dirai pas. Parce qu'on peut savoir d'où proviennent les appels. Le premier a été passé d'une cabine téléphonique près de l'endroit où a été retrouvé le corps de Maya. L'autre appel a été passé près de l'hôpital d'Adélaïde. D'où appelez-vous? D'une cabine téléphonique. À Adélaïde?
Oui. Près de l'hôpital? Alors comment savez-vous ce qu'il se passe à Payneham? J'en viens et il y avait un corps là-bas, il y a une demi-heure environ. Et vous ne vous êtes pas arrêté pour voir ce qui se passait? Non, Je peux avoir votre nom? je ne le dirai pas. On se demandait si l'agresseur gardait un œil sur l'évolution de l'enquête. Est-ce qu'il guettait et observait la police? Maya Djakic, 30 ans, est morte étranglée. Son corps a été abandonné dans les buissons devant un ancien dépôt de la police. Le tueur a appelé la police 2 fois le soir du meurtre. Et 5 jours plus tard, les enquêteurs pensent que cette même personne a laissé un mot sur une voiture de patrouille. Mais hormis ce papier, il n'a laissé aucun indice sur son identité, excepté sa voix. Je viens de passer devant l'ancien commissariat de Payneham et je crois qu'il y a un corps. Il fallait absolument qu'on essaie d'identifier la voix de ces appels anonymes en demandant l'aide de la population. On n'avait jamais fait ça avant. On n'avait jamais fait un appel à témoins à partir d'une voix. Mais c'était tellement important qu'on savait que c'était ce qu'il fallait faire. Place au journal de Graham Goodings et de Jane Doyle. Nous vous demandons de bien regarder et d'écouter cette première histoire. Nous allons vous montrer un mot écrit sur un morceau de papier et vous faire écouter un enregistrement. L'un de ces 2 indices pourrait mener à l'assassin de Maya Djakic, dont le corps a été retrouvé à Payneham le mois dernier. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui rôde près du vieux commissariat de Payneham. Je crois qu'il essaie de pénétrer à l'intérieur. La police pense que la voix de cet homme est un indice vital dans l'affaire du meurtre de Maya Djakic. C'est la première fois que la police décide de publier un enregistrement dans le cadre d'un appel à témoins. On espère que quelqu'un va reconnaître la voix. Si vous avez une information, appelez Banque SA Crime Stopper. Des centaines d'appels arrivent, mais aucune piste solide. Certains disaient qu'il s'agissait d'une personne avec qui ils étaient allés à l'école, un voisin. Et pour de nombreuses raisons, ils pensaient que la personne qui avait écrit le mot et celle du téléphone étaient 2 personnes différentes. Mais malheureusement, ça ne nous a conduit nulle part. 2 semaines plus tard, l'opération est renouvelée. À court d'indices, la police fait une nouvelle fois appel à la population au sujet des mystérieux appels d'urgence. Même la récompense de plus de 60 000 € ne parvient pas à faire la différence. Il y a malheureusement des enquêtes qui bloquent à un stade où on a examiné absolument toutes les pistes et qu'elles se terminent toutes dans une impasse. Nous le savons aujourd'hui, la voix présente autant de caractéristiques que les traits du visage ou les empreintes digitales. C'est pourquoi, et pour la première fois dans l'histoire de la criminalité australienne, les enquêteurs utilisent un enregistrement vocal pour procéder à un appel à témoins. Malheureusement, cette innovation n'ayant donné aucun résultat, l'enquête est abandonnée après 2 ans d'efforts. Jusqu'à ce que la disparition de Megumi Suzuki, une étudiante japonaise de 18 ans, ne remette indirectement les enquêteurs sur la piste du meurtrier. Megumi quitte son domicile le vendredi 3 août à 7h41. Elle part pour l'école, d'où, d'après les caméras de surveillance, elle repart à 15h08. La première information qu'on a eue, c'est que Megumi avait été vue pour la dernière fois au centre commercial de Rundle, à la terrasse d'un café avec des amis. La dernière personne à l'avoir vue pense que Megumi se rendait ensuite à Grenville Street pour prendre le bus et rentrer chez elle. Mais Megumi n'est jamais rentrée chez elle ce vendredi-là. J'ai appelé la résidence universitaire et j'ai demandé si quelqu'un pouvait vérifier si elle était là. On m'a dit qu'elle n'était pas dans sa chambre et que rien n'avait bougé. Le lit n'avait pas été défait. Elle devait remplir un dossier à nous rendre, qui était toujours là depuis le vendredi.
Je commençais à m'inquiéter, alors j'ai envoyé un email à ses parents. Sa mère m'a dit qu'elle n'allait nulle part sans son ours en peluche. Et c'est là que je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave. J'ai téléphoné à son ex-petite amie pour savoir s'il avait eu des nouvelles d'elle. Mais il m'a répondu que non, et que ça l'inquiétait parce qu'il s'appelait régulièrement. Pour lui, ce n'était pas normal. À ce moment-là, j'ai su qu'il fallait que je contacte la police, et c'est ce que j'ai fait dès le jeudi matin. La dernière fois que les amis de Megumi Suzuki l'ont vue, elle était à l'arrêt du bus. La police a commencé à distribuer des avis de recherche devant le Meyer Center en fin d'après-midi. À ce stade, on ne savait pas si on enquêtait sur un homicide ou un simple cas de disparition. Grâce aux affiches et aux appels à témoins, un homme appelle avec des preuves cruciales. Il travaille sur la maintenance de la ligne de bus que prend Megumi tous les après-midi. Et dans les buissons aux alentours, il a retrouvé son sac. On a retrouvé sa carte d'étudiante avec sa photo dessus. Le sac contenait aussi beaucoup de livres portant son nom. Et on a retrouvé grand nombre de ses effets personnels. La découverte de son sac a été le premier indice nous disant que ça allait être une affaire délicate. On commençait à avoir peur que Megumi ait été victime d'un acte criminel. Une équipe de secouristes bénévoles et la police montée ont ratissé la zone. Des hélicoptères sont également intervenus. Il manquait des choses dans son sac. D'abord, il n'y avait plus son téléphone portable. Elle avait aussi un lecteur CD portable qui ne la quittait jamais, mais il n'y était plus non plus. Mais la police retrouve tout de même une carte bancaire et un ticket de bus qui conduit à un certain endroit, une station-service située à l'opposé de son domicile. Ça a éveillé notre curiosité. On s'est demandé ce qu'elle était allée faire là-bas, qui elle y avait rencontré, et comment ça pouvait nous aider dans notre enquête. Grâce à ses relevés bancaires, le caissier de la station pourrait nous dire à quelle heure elle était venue et ce qu'elle avait acheté. Elle a acheté une carte SIM pour son téléphone, ce qui nous a permis de retrouver son numéro et de tracer ses appels. Megumi a passé 12 appels ce soir-là, le dernier étant un SMS envoyé à son ex-petite amie qui habite juste à côté de la station-service. À partir de ce moment, on savait ce que Megumi était venue faire ici, à cet endroit précis. Elle venait voir son petit ami. Megumi Suzuki a été aperçue vivante pour la dernière fois dans une station-service où elle a acheté une carte pour son téléphone. Le relevé de ses appels passés ce soir-là de son portable indique aux enquêteurs que la jeune fille a envoyé un SMS à son ex-petite ami. Ce dernier est-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans sa disparition? On savait qu'il vivait dans un lotissement juste à côté de la station. On est allé lui parler, il était avec des amis ce soir-là. Je crois qu'ils étaient au cinéma. Il a été très utile pour l'enquête. Il était bouleversé, il faisait tout ce qu'il pouvait pour aider la police et essayer de localiser Megumi. Une semaine plus tard, il a contacté la police parce qu'il avait retrouvé une petite culotte qui aurait pu lui appartenir. Il était donc important de vérifier si elle appartenait bien à Megumi. Dans sa chambre, les enquêteurs retrouvent des sous-vêtements du même genre. L'élément qui s'est démarqué, c'est que tous ces sous-vêtements, ou la majorité, étaient des ensembles. Et le soutien-gorge correspondant à cette culotte est introuvable. Mais grâce à des prélèvements, on a pu obtenir une correspondance ADN et confirmer qu'il s'agissait bien de sa culotte. C'est un signe inquiétant, surtout lorsque la petite culotte en question apparaît du jour au lendemain, tout comme le mot sur le pare-brise.
On voulait savoir comment elle était arrivée là. Est-ce que quelqu'un l'y avait déposée? Avait-elle été déplacée par le vent? Mais sans la preuve que Megumi ait été victime d'un crime, tout ce que la police peut faire, c'est continuer à solliciter la population. La police va commencer à enquêter dans les clubs de la ville dans l'espoir de retrouver l'étudiante japonaise Megumi Suzuki. La police va afficher l'avis de recherche dans toutes les discothèques et karaokés où Megumi avait l'habitude de se rendre. Même si nous avons des craintes, nous pensons qu'il y a encore une lueur d'espoir et on va continuer à travailler dans ce sens. Les parents de Megumi sont arrivés de Tokyo. Ils ont fait une déclaration dans laquelle ils remerciaient la police et comptaient sur la contribution de la population pour retrouver leur fille. Nous aimons notre fille, on espère avoir très vite de bonnes nouvelles. Et il semblerait que leurs prières aient été entendues. Un témoin et sa femme disent qu'ils se trouvaient à quelques mètres de la jeune fille devant l'Arkabar Hotel à 11h30 ce matin. Des voitures de police ont sillonné la zone. Les rues ont été fermées pendant que les unités canines et les policiers fouillaient les maisons et interrogeaient les résidents. Ce témoignage venait de quelqu'un qui connaissait Megumi et qui s'occupait de la résidence universitaire. Je lui ai parlé, les autres policiers lui ont parlé, et on était presque sûr que la jeune fille qu'il avait vue était bien Megumi. Et ça nous a soulagés parce qu'on a su qu'elle était encore en vie. Je suis contente que quelqu'un l'ait vue parce que ça veut dire qu'elle n'est pas morte et c'est le principal. C'est une bonne nouvelle. C'est bien que ses parents sachent qu'elle va bien parce que personne n'aimerait être à leur place en ce moment. Les parents de la jeune Megumi se sont adressés à leur fille pour lui demander de se présenter à la police. Mais Megumi ne se manifestera jamais et plus personne ne la reverra. À ce stade, on avait l'espoir de la retrouver en vie. Mais tout s'est écroulé. On ne peut pas imaginer l'horreur que ses parents ont vécue à ce moment-là. 8 semaines après la disparition de Megumi, sa photo est publiée sur un nouveau site de la police. Et sur ce site, on parlait également du meurtre de Maya Jakic. La police a fait une nouvelle tentative pour élucider le mystère Maya Jakic assassiné il y a 2 ans. Les enquêteurs se sont tournés vers Internet pour tenter d'identifier l'homme qui a passé les 2 appels d'urgence le soir du meurtre. Près de l'ancien commissariat de Penam, on dirait qu'il y a un corps dans les buissons. Grâce au site, tout le monde peut écouter l'enregistrement, que ce soit en Australie ou dans le reste du monde. Cet appel à témoins à grande échelle était quelque chose d'innovant et de très important pour obtenir l'information dont on avait besoin. La stratégie va s'avérer payante. La police est sur le point d'identifier l'homme de l'enregistrement et l'assassin de Maya. Je l'ai écouté au moins 6 fois. J'ai fermé les yeux pour bien me concentrer et je pouvais entendre Mark me parler. La police présume fortement que le tueur de Maya Jakic est probablement la personne qui a passé les appels d'urgence le soir du meurtre. Mais en dépit de ses efforts, la police n'est jamais parvenue à découvrir son identité. Les milliers d'internautes qui ont écouté sa voix vont-ils l'aider à résoudre le mystère? Ce qui suit est l'enregistrement d'une personne qui a contacté la police et le SAMU. Quelqu'un va pourtant reconnaître sa voix. La police a besoin de vous pour identifier cet homme. Je me suis connecté et je suis tombé sur l'enregistrement. Je l'ai écouté et réécouté plusieurs fois. J'ai dû l'écouter au moins 6 fois. J'ai fermé les yeux pour me concentrer. Près de l'ancien commissariat de Penam, on dirait qu'il y a un corps. Et j'étais sûr à 90% que c'était mon frère. Mark était peut-être impliqué dans ce meurtre, mais ça ne lui ressemblait pas. Il n'a jamais été violent. Alors j'ai réécouté l'enregistrement. Et je me souviens m'être éloigné en fermant les yeux pour prendre un peu de distance avec la voix. Il y a quelqu'un qui rôde près du vieux commissariat de Penam. À l'intérieur? Non, autour. Et quand j'ai entendu cette voix, c'était comme si j'avais Mark en face de moi. Alors j'ai décidé d'aller au commissariat.
Et si je me trompais, tant pis. Je n'aurais fait aucun mal. Et si j'avais raison, il fallait qu'ils le sachent. Stephen Rust nous a dit qu'il était parti à l'étranger pendant plusieurs années et qu'il était revenu il y a peu. Il a vu l'appel à témoins sur le site et il a entendu la voix. Il y a quelqu'un qui rôde près du vieux commissariat de Paynham. Et je voyais qu'il était confronté à un dilemme parce que la voix qu'il pensait avoir identifiée était celle de son frère Mark Rust. Mark Rust était connu des services de police. Il figurait dans nos fichiers pour des délits sexuels moins graves. C'était un sentiment très désagréable de me dire que Mark avait peut-être dépassé les limites parce que ça faisait tellement longtemps qu'il avait des problèmes avec la police et il avait déjà fait de la prison avec sursis. La famille savait qu'il était en train de devenir quelqu'un de plus en plus mauvais et qu'il finirait par faire quelque chose de terrible et qu'il finirait ses jours en prison. Mais au fond, on espérait encore qu'il n'en arrive jamais là. Alors quand on a su avec certitude que Mark était coupable, c'était vraiment horrible. Ça nous a laissé un goût amer. Même si la police est persuadée que l'homme du téléphone est bien Mark Rust, les preuves sont insuffisantes pour procéder à son arrestation. Il faut aussi prouver que le mot laissé sur la voiture de police a bien été écrit de sa main. Stephen Rust fournit donc à la police une lettre de son frère pour faire une comparaison graphologique. Notre travail consistait à étudier l'écriture et déterminer si les deux documents avaient été écrits par la même personne. L'une des marques les plus frappantes était les deux barres sur les T, et elles apparaissaient sur les deux documents. L'autre caractéristique était l'écart entre les lettres dans certains mots. Elles étaient très serrées et se chevauchaient. Et tous les mots qui ont pu être comparés, comme les mots de liaison, étaient identiques. En général, les lettres ou les mots qui pouvaient être directement comparés montraient de grandes similitudes dans la forme et l'apparence. J'étais convaincu que la personne qui avait écrit la lettre et celle qui avait laissé le mot sur la voiture de patrouille étaient une seule et même personne. Après avoir évalué toutes les preuves, on savait qu'on avait un dossier d'accusation suffisamment solide. Et on a pu procéder à l'arrestation. Un homme de 37 ans a été arrêté pour le meurtre de Maya Jakic, 2 ans après le crime. Hier, en fin d'après-midi, à Port Augusta, la police a procédé à l'arrestation d'un homme. La police retrouve Mark en prison. Du harcèlement sexuel, il est passé au viol. L'accusé est en détention provisoire dans une prison située à 300 km de l'endroit où Maya a été assassinée. La police est convaincue qu'il existe un lien entre Maya Jakic et l'accusé. Ses parents ont été contactés en Croatie et se disent soulagés de savoir que son meurtrier ait été arrêté. Peu après sa mise en examen et son retour à la prison de Port Augusta, Mark a eu besoin de se confier à quelqu'un. Il était sous le choc de l'arrestation. Un informateur nous a contactés et nous a communiqué des éléments très importants. L'accusé du meurtre de Maya Jakic, Mark Rust, refuse, dans un premier temps, de répondre aux questions des policiers. Mais de retour en prison, et alors que la pression exercée sur lui augmente, ses nerfs finissent par lâcher. D'après l'informateur, Mark a dit qu'il avait vu une grande femme blonde marcher sur Paynham Road. Il lui a parlé. Une lutte s'est engagée, il l'a poussée dans les buissons, où il l'a violée avant de l'étrangler. Mais la police ne s'attendait pas du tout à ce que l'informateur s'apprêtait à lui divulguer ensuite. Il a fallu qu'on agisse très vite et qu'on fouille la cellule de Mark Rust. Ce qu'ils cherchent et finissent par trouver est un lecteur CD, le même modèle que celui qu'avait Megumi Suzuki le jour de sa disparition.
On a appelé sa mère au Japon et elle nous a donné toutes les informations nécessaires concernant le lecteur CD, dont la principale, le numéro de série. Bien sûr, le fait qu'ils soient en possession d'un bien de Megumi ne voulait pas dire qu'il avait commis le meurtre. Et même si c'était un élément important, les enquêteurs ont encore beaucoup de travail devant eux. Mark Rust est arrêté et condamné pour le meurtre de Maya Jakic. Son frère a identifié sa voix sur l'enregistrement de l'appel d'urgence et son écriture correspond parfaitement à celle du mot laissé sur le pare-brise de la voiture de police. Maintenant, Mark est également suspect dans la disparition de Megumi Suzuki. Son lecteur CD a été retrouvé dans sa cellule suite à l'appel d'un informateur. L'informateur nous a également dit que Mark avait été en contact avec Megumi, qu'il l'avait approché. Il l'a violée et lui a demandé de ne pas le regarder. Elle l'a regardé, elle a vu son visage et il a voulu l'étrangler. Et il l'a finalement tuée en la frappant à la tête avec une pierre. On a aussi appris que Megumi avait été tué dans un terrain vague. Et qu'il avait brûlé ses affaires sur place. Dès qu'on a eu ces informations, on est retourné à la station-service. En face, il y avait un terrain vague. Et en fouillant cette zone, on a pu trouver le foyer du feu. Les pompiers sont appelés sur place et confirment qu'il y a bien eu un feu la nuit de la disparition de Megumi. Sur place, on a trouvé une pierre qui pouvait être l'arme du crime. On a trouvé des morceaux de vêtements brûlés et des bracelets. Et on savait qu'ils appartenaient à Megumi Suzuki. Mais il faut maintenant retrouver le corps de Megumi. Le seul indice laissé par l'informateur est que Mark l'aurait jeté dans une poubelle industrielle. On a ratissé la zone en se fiant aux informations qu'on nous avait fournies. Et on a effectivement trouvé une poubelle derrière des locaux sur Goodwood Road. Les preuves contre Mark Rust s'accumulent. Mais avant de pouvoir l'arrêter, les enquêteurs doivent s'assurer qu'il s'agit bien de la poubelle dans laquelle il a placé le corps de Megumi. Et pour cela, ils se tournent vers la famille Rust. C'était très difficile pour eux de devoir assister la police pour déterminer la culpabilité de Mark. Malgré tout, ils ont accepté de nous aider et nous ont confirmé que la poubelle avait un hippopotame dessiné sur le côté. La poubelle qu'on avait devant nous avait cette même caractéristique et ça nous a suffi pour arrêter Mark Rust. J'ai été choqué par l'histoire de Maya Jakic parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ça nous a complètement anéantis. Et quand Jerry nous a parlé de Megumi Suzuki, ça correspondait parfaitement à ce que Mark avait été capable de faire. Alors j'y ai tout de suite cru. Le corps de Megumi n'a pas été retrouvé, mais on pense qu'il a été jeté dans une poubelle industrielle avant de se retrouver à la décharge de Wingfield. Quand ils sont arrivés en Australie, Jerry Feltus les a emmenés à la décharge et je crois que c'était un moment très traumatisant pour eux parce qu'ils savaient que parmi ces centaines de tonnes de déchets, il y avait le corps de leur fille. On a fait tout notre possible pour retrouver le corps de Megumi. C'était notre priorité. Les recherches pour retrouver le corps de la jeune étudiante japonaise de 18 ans, Megumi Suzuki, ont commencé à la décharge de Wingfield. Le corps de Megumi est arrivé à la décharge il y a 4 mois et il faut décharger un grand nombre de déchets compactés avant d'atteindre le niveau où le corps de Megumi est susceptible de se trouver.
On a dû fouiller chaque paquet. On recherchait des choses qui pouvaient correspondre à cette date. On cherchait les journaux, les factures, tout ce qui pouvait nous faire penser qu'on cherchait bien au bon endroit. Et on n'arrêterait pas tant qu'on ne l'aurait pas trouvé. On cherchait tout ce qui pouvait nous mener sur la bonne piste. Après 11 jours et plusieurs dizaines de tonnes de déchets remués, les recherches progressent et le corps de Megumi est enfin retrouvé. Il y avait à la fois du soulagement, mais aussi de la peine, parce qu'une jeune fille ne doit pas mourir aussi prématurément et surtout de cette façon. Les conditions dans lesquelles le corps ont été retrouvés sont absolument horribles. Le plus incroyable dans la découverte du corps de Megumi, c'est qu'elle avait encore ses chaussures et ses vêtements, et le soutien-gorge qu'elle portait correspondait à la petite culotte que son petit ami avait retrouvée des mois plus tôt près du terrain vague. Après avoir retourné et fouillé plus de 10 000 tonnes d'ordures dans la décharge, les policiers sont parvenus à retrouver le cadavre de la jeune japonaise. Ils disposent cette fois des preuves matérielles suffisantes pour établir la culpabilité de Rust. Pour autant, ce dernier refuse toujours d'avouer son crime, tout comme il nie toute implication dans celui de Maya Yakic. Puis, le temps fait son œuvre. 1 an après la découverte du corps de Megumi, Rust décide enfin de soulager sa conscience. Rebondissement dans l'affaire du meurtre de l'étudiante japonaise Megumi Suzuki. Un homme de 37 ans de la banlieue nord-est a plaidé coupable. Je sais que tu l'as fait. Tu sais que tu l'as fait. Et tu dois avouer pour éviter un procès trop long à ces pauvres familles. On peut en finir avec tout ça et permettre à tout le monde de vivre en paix. 6 mois plus tard, Mark Rust avoue aussi le meurtre de Maya Jakic le 12 avril 1999. Les familles des 2 jeunes femmes assassinées par un criminel violent témoignent de façon très émouvante de leur peine. Au nom des familles, des amis ont parlé de la douleur de dizaines de proches très affectés par ces meurtres. Fossey Simpson témoigne de la détresse de la famille Suzuki en citant la mère de Megumi. Ça me rend folle de savoir qu'on ait pu la traiter comme ça. Eda Gregoff a, quant à elle, répété les mots de la mère de Maya. Pourquoi voudrait-on tuer Maya, un pauvre petit oiseau innocent, et la couvrir avec des branches, comme pour cacher son horrible crime? J'ai écouté mon cœur et j'ai appelé la mère de Maya pour lui dire ce que j'avais fait. Je lui ai dit que j'avais parlé en son nom, que j'avais vu le tueur et que tout était fini. Tout ça a été terminé. Mark Rust est reconnu coupable des 2 meurtres et condamné à perpétuité. Le juge a établi que l'homme de 39 ans n'était pas capable de contrôler ses pulsions sexuelles et qu'il n'y avait aucune remise de peine possible. On se demande pourquoi il a fait ça. Comment a-t-il pu faire ça? Parce qu'on a tous grandi ensemble, dans la même maison. C'est une torture de se rendre compte que quelqu'un dont vous êtes si proche, quelqu'un de votre propre famille, puisse commettre un tel crime. C'est terrible. Je n'arrive pas à trouver les mots qui pourraient décrire ce que je ressens. C'est un sentiment épouvantable. La famille Suzuki est encore sous le choc. Ils sont vraiment très touchés parce qu'ils avaient vraiment l'espoir de retrouver leur fille. La mère de Maya a ramené le corps de sa fille en Croatie et se rend chaque jour sur sa tombe. On a toutes les 2 perdu une personne très spéciale. Une fille adorable et la meilleure amie que j'ai jamais eue. Elle peut enfin reposer en paix. Prédateur sexuel et névrosé, Mark Rust manifeste les premiers signes de dérèglement psychologique dès l'âge de 13 ans, quand il commence à fantasmer sur les femmes qui croisent sa route. Atteint du syndrome
de Kleinfelder qui le rend infertile. Sa frustration augmente au fil des ans. Il est accusé d'exhibitionnisme à 7 reprises et privé d'une sexualité satisfaisante, ses 2 mariages successifs sont des échecs. Rust est ensuite emprisonné pour avoir déclenché un incendie criminel dont les dégâts s'élèvent à plus de 600 000 $. Ses pulsions meurtrières devenues incontrôlables, il agresse, viole et assassine Maya Yakic, qui a refusé ses avances pressantes. Moins de 15 jours après avoir tué Megumi Suzuki, il incendie un immeuble et viole la fonctionnaire qui se trouve dans un bureau. Miraculeusement épargnée, cette dernière parvient à relever le numéro d'immatriculation de sa voiture. Ajoutée aux indices recueillis par la police, cette information contribue à son arrestation. Examiné à 2 reprises par des psychiatres au cours de son procès, Mark Rust est décrit comme un individu extrêmement dangereux. Il y a de fortes probabilités pour que le patient récidive s'il devait un jour être remis en liberté, a signifié au juge l'un des médecins. Ce diagnostic a sans doute entraîné la condamnation à une peine de détention à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. C'est sur le portrait terrifiant de cet homme que se referme cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.